La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Alexandre Thibodeau, enseignant d'économie au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Bienvenue à cette rencontre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce tête-à-tête que vous offre la tête dans les nuances. Et aujourd'hui, je vous propose que nous allions ensemble à la rencontre de Monsieur Alexandre Thibodeau. Alexandre, bonjour. Bonjour. On se permettra le tutoiement puisqu'on se connaît depuis des années pour avoir œuvré dans la même institution d'enseignement, entre autres le séminaire Saint-Joseph, pour ne pas la nommer. Exact. Alors, j'entre de plein pied dans tout ce que je veux savoir sur toi. Allons-y. Et que je pense ne pas avoir eu réponse dans mes années d'enseignement. Il y avait une émission célèbre à Radio-Canada qui s'appelait Les chemins de travers. Je ne sais pas si tu as déjà écouté ça. Et quand je regarde ton parcours académique, j'ai l'impression que ça ressemble en tout cas, c'est l'image qui m'est venue en tête parce que tu es détenteur d'un premier baccalauréat en histoire. Alors, pour le commun des mortels, il n'y a pas d'autre emploi possible qu'enseigner l'histoire. Mais non, c'était pas ça. Il y a eu un autre baccalauréat en communication sociale cette fois-là. Exact. Alors, on disait, ben oui, la communication. Mais non, on revient à l'enseignement. Alors, pourquoi pas avoir fait un bac en enseignement? Pourquoi ce long parcours pour finalement choisir l'enseignement? Bien, en fait, mon premier bac, c'était en communication sociale. Après est venue l'histoire. Au début, je voulais aller en cinéma. C'était mon objectif. Je me suis dit, je vais aller... Parce qu'avant tout ça, il y a eu bien sûr une première tentative à l'Université de Montréal en études cinématographiques. Ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. C'était pas un milieu au niveau du Québec pour œuvrer en cinéma. C'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de portes de disponibles. Puis moi, ça me stressait un peu cette carrière, cette perspective de carrière-là, un petit peu d'incertitude. Je me suis rabattu sur la communication sociale par ouverture dans le domaine des coms. Et finalement, j'ai été embauché au séminaire comme enseignant pour un cours de multimédia qui n'existe plus. Un peu de montage vidéo, un peu de montage sonore, un peu de Photoshop à l'époque. Et bien, pour conserver mon emploi, je devais donc justement avoir mon brevet d'enseignement. Tout à fait logique. Et justement, moi, j'étais un passionné d'histoire, j'ai été passionné en fait au niveau d'actualité politique. Et le bac en enseignement, juste d'un point de vue horaire, ne cadrait pas. C'était une structure à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, très, très rigide en frais de cours qui ne me permettait pas d'être et enseignant et aux études en même temps. Donc, j'ai pris un chemin de travers, tout à fait, pour aller baccalauréat en histoire dans le but d'avoir une maîtrise qualifiante en univers social par la suite. Donc, je suis littéralement passé par Bécomo pour aller à Montréal à partir de Québec. Donc, ça a été tout un parcours, effectivement. Et le moment des communications sociales, pourquoi les communications sociales plutôt qu'un baccalauréat en journalisme ou en communication? Bien, à la base, c'était un baccalauréat. Je n'étais pas encore cerné sur qu'est-ce que je voulais faire. Et communication sociale semblait m'ouvrir un paquet d'ouvertures, dont le journalisme, dont également l'organisationnel, le communautaire, ces choses-là. Je voulais approfondir les différentes possibilités. Mais ça a été dans le cadre de ce programme-là, un stage que j'ai fait au Collège de la Flèche comme enseignant, que j'ai eu la piqûre de l'enseignement et que j'ai eu l'idée de, pourquoi pas donc me dédier à ça. Et ça a été une offre d'emploi en multimédia qui m'a allumé, qui m'a accroché au séminaire depuis maintenant 20 ans. Et à l'évidence, c'est un choix assumé maintenant, si bien que tu as même ajouté à ça une maîtrise en enseignement et dont le mémoire portait sur la douance à l'école secondaire. Et là, ça m'a beaucoup intéressé parce que je me disais, comment on définit ça, la douance? Est-ce que c'est autre chose, la douance, qu'une capacité d'apprentissage accélérée? Bien, François Gagné va différencier le talent de la douance. Ça a été ma base théorique pour le mémoire en tant que tel. La douance, en fait, c'est très, très méconnu. C'est pas quelqu'un qui est naturellement bon à l'école. C'est l'image qu'on a, la douance, c'est il a fait son cours secondaire en 4 ans. Ah, exact. Ou il a fait l'université en 2 ans. Mais c'est pas du tout ça. En fait, douance n'égale pas systématiquement résultat scolaire. C'est pas un élève qui se démarque des autres par ses résultats, mais qui a une facilité dans différents domaines,
mais qui peut aussi se traduire par des comportements dérangeants parce qu'il s'ennuie, parce que ça va passer vite pour lui, puis il va déranger les autres. Donc, c'est très, très complexe de bien saisir ce qu'est la douance et elle peut se manifester de différentes façons chez un paquet d'individus. Et moi, ce qui m'interpellait là-dedans, c'est on met, au niveau de l'école, on met beaucoup d'énergie pour les élèves en difficulté, avec raison. On en met beaucoup. On tente donc d'avoir des classes adaptées pour eux, on tente d'avoir des mesures adaptatives aussi, mais très, très peu est fait, en fait, pour les élèves qui ont des conditions, comme la douance, par exemple, qui peut se manifester de différentes façons, ou encore pour les élèves qui sont talentueux, pour les bons élèves. Et l'approche de mon mémoire, c'est de différencier les deux et de tenter de voir comment l'école secondaire, en l'occurrence celle dans laquelle je travaillais, et je travaille toujours, pourrait adapter son offre de service pour ces deux types de clientèle-là. Parce qu'on a souvent l'impression, corrige-moi si j'ai tort, que tout ce qu'on a à offrir aux élèves doués, c'est de devenir l'assistant prof qui aide les élèves en difficulté. Alors, on s'en débarrasse. Essentiellement, c'est plate à dire. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans ta maîtrise qui permet de nourrir les élèves doués? C'était plusieurs tentatives, en fait, puis ça passe uniquement, mais pas uniquement, c'est pas vrai. Ça passe majoritairement par un accompagnement personnalisé et surtout très, très ciblé aux intérêts de l'élève. Ce qui n'est pas toujours évident à faire dans un contexte organisationnel où est-ce que bien, ça prend du personnel qualifié, ça prend des gens aussi qui peuvent avoir du temps, ça prend des ressources monétaires, ressources au niveau des locaux, ressources financières, pour aller chercher, développer justement le plein potentiel de ces élèves-là et les sortir un petit peu du cadre qui peut être un peu, je dirais, limitant au niveau de l'école. Tu sais, c'est très, très encadré l'école au niveau des heures, les cours, les exigences, c'est très, très cadré. Donc, c'est un peu justement sortir ces élèves-là du cadre, mais ce qui n'est pas toujours, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire quand on n'est pas dans ce milieu-là et qu'on a un paquet de contraintes aussi pour nous limiter. Là. C'est toujours pas clair pour moi ce qu'est un élève doué en contrepartie des autres. Ouais. Parce qu'il y aurait les doués, les autres. Okay. Est-ce qu'il y a les moins doués? Okay. Ou il y a juste des gens qui apprennent plus lentement et pour qui ça va trop vite? Bien, à la base, je pourrais peut-être définir un élève doué à la base a un potentiel, puis on parle d'une douance. Une douance intellectuelle, c'est une forme de douance. On peut aussi avoir une douance physique, par exemple. On est athlète de haut niveau. La différence qu'on pourrait apporter, c'est qu'un élève ou une personne qui a une douance va être capable, dans différents domaines, d'avoir des acquis innés en lui, non travaillés, non développés. Le talent va être le développement de ces capacités-là. Donc là, la nuance peut-être entre doué et talent. Maintenant, encore une fois, détecter cette douance-là peut être difficile parce qu'elle va souvent se cacher derrière un autre diagnostic, comme un trouble d'attention, par exemple. Donc, on va souvent prendre cette personne-là, ou la ligne peut être mince aussi, entre d'autres types de diagnostics, comme par exemple l'autisme, ou par exemple être Asperger, qui est une autre forme. C'est une condition qui est très, très particulière, neurologique, qui n'est pas nécessairement facile non plus à gérer. Ce n'est pas un même modèle toujours unique. Ce n'est pas le même modèle toujours qu'on va dupliquer. Chaque cas peut être particulier. Ça peut se manifester avec, par exemple, le trouble d'attention. D'autres, ça peut être justement une performance extrême. Donc, c'est difficile, encore une fois, de mettre le doigt sur une douance, d'où la difficulté d'avoir une mesure adaptative at large, si tu me pardonnes l'expression anglophone. Je pense qu'il faudra faire une émission particulière sur la douance parce que j'aurais encore 1000 questions, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est Alexandre Thibodeau. Alors, je passe à un autre volet de ta vie. De voir Alexandre Thibodeau et sport dans la même phrase, c'est pas vraiment une surprise pour personne, en tout cas pour quiconque te connaît un peu. Quelle place occupe le sport dans ta vie personnelle avant de parler de celle que tu consacres aux élèves? Bien, beaucoup moins, en fait. J'ai été pendant longtemps un joueur de golf de haut niveau. Moi, c'est le golf. Je joue aussi au football. J'ai fait beaucoup de sport. Mais le golf a été pour moi pas mal celui qui me définissait. Avec les années, avec la vie, les enfants, la famille, tout ça, ça s'est mis de côté. Je m'entraînais beaucoup aussi. Donc, malheureusement, c'est quelque chose que je pratique beaucoup moins. Je suis encore un bon marcheur, j'aime faire des randonnées, mais je te dirais que l'aspect sport, malheureusement, j'ai beaucoup plus redonné au niveau des jeunes comme entraîneur que sportif actif présentement. Bien, parlons-en de ce que tu redonnes dans les sports scolaires. Ouais. Et j'aimerais avoir ta vision parce que peut-être que je me base sur des statistiques qui sont passées date. Il y a un petit moment que je suis sorti de ce niveau.
Mais quand on parle de sport au secondaire, c'est le moment où on a l'impression que d'année en année, on perd de plus en plus de filles dans la pratique sportive. Ouais. Est-ce qu'on est encore face à cette difficulté-là? C'est difficile de généraliser parce que l'école où est-ce que j'enseigne, c'est une école à forte vocation sportive avec une population féminine très sportive. Très, très difficile à voir. Alors, gars et filles, ils viennent, entre autres, pour faire des sports. Exact. C'est un peu le créneau, c'est un peu la couleur, la marque de commerce un peu de l'école où je travaille. Mais c'est sûr qu'on a vu une certaine baisse au niveau de la pandémie. Je pense que la pandémie a arrêté beaucoup de jeunes d'être actifs. On voit un retour à ça, notamment au niveau, puis on parle des filles, mais allons-y aussi des gars, mais beaucoup plus d'équipes sportives. On a beaucoup plus de nombre d'équipes, beaucoup plus de jeunes qui pratiquent le sport. Donc ça, je pense que c'est positif de voir aussi là, ce retour-là à l'activité physique. Comment tu conjugues dans une école où tu le dis, le sport est mis en valeur, plusieurs gens choisissent l'école pour ses équipes de sport, mais dans une société qui de plus en plus veut valoriser le sport de participation plutôt que le sport de compétition chez les jeunes? Ça, c'est très difficile. C'est toujours un enjeu que j'ai beaucoup de difficultés, je dirais, à jongler avec ça au niveau... Moi, c'est au niveau du football que je suis entraîneur, des équipes nombreuses. Puis il n'y a pas d'équipe B en tant que telle. Il n'y a pas de différents calibres au sein d'une école au niveau du football parce que ça prend un grand nombre d'individus. Donc, je pense que ce qui est difficile, c'est de gérer le temps de jeu, gérer les attentes des gens, les attentes des parents surtout à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ma réalité que j'ai vécue, c'est vraiment autour du temps de jeu au niveau de ce développement-là. Coach Thibodeau, l'approche avec les élèves qui ne sont plus des élèves au moment du terrain, mais des joueurs, c'est totalement différent parce que le contact n'est pas le même ou c'est pareil, ou un vient enrichir l'autre parce qu'au moment où on entre dans la classe, d'avoir été coach, ça change la donne aussi peut-être? 100%. C'est sûr que ça change la donne. C'est sûr que, puis on le voit, puis généralement, les élèves les plus turbulents dans une classe, ce sont, si on prend un profil type, c'est le jeune sportif. C'est le jeune athlète, le joueur de football, le joueur de hockey, le joueur de basketball. Ils ont de l'énergie, ils en dépensent. C'est souvent ceux qui sont les plus problématiques. Avoir ce lien-là, ça enrichit énormément. Même à l'école, dans les corridors, c'est coach, comment ça va, coach? Puis on voit ce rapport-là, je dirais, de respect qui s'installe. J'imagine que c'est coach, vous, maintenant? Oui, c'est ça, oui, vous, coach. Ouais. Mais je pense qu'en même temps, il ne faut pas que ça change, dans le sens que l'individu que je suis quand je donne un cours et l'individu que je suis après l'école sur le terrain de football ne doit pas changer. J'ai les mêmes valeurs, j'ai les mêmes perceptions, je vais prôner les mêmes choses. Oui, c'est sûr que je ne serai pas... Le cadre étant différent, je vais être beaucoup plus normé à l'intérieur du cours. J'ai une discipline à faire, j'ai une autorité un petit peu différente. Sur le terrain, il y a un but commun. Je suis un entraîneur, mais je veux les accompagner à cette passion-là qui est plus physique, qui est plus justement sportive. C'est un mode de vie différent, mais les valeurs, l'individu ne doivent pas changer. La quête de la réussite est la même. Exact. Puis je pense que c'est ce qui justement amène ce respect-là avec les jeunes. On se voit sur le terrain, on se voit en classe le lendemain après une victoire, après une défaite, on va se voir. Puis je pense que ces relations-là créent, puis je vois encore plein d'anciens joueurs que j'ai eus, que j'ai coachés, c'est un respect qui ne se perd pas. Même encore aujourd'hui, je ne peux pas voir un jeune qui a 30 ans, qui a 30 ans aujourd'hui et qui va me dire, bien, coach, comment ça va? Tu sais, le mot coach, c'est pas juste un statut. C'est une relation. C'est une relation qui dure toujours, là. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très, très significatif. J'aimerais savoir si le monde a changé depuis que j'ai quitté l'enseignement, parce qu'il fut un temps, on n'est vraiment pas de la même génération, où équipe sportive d'élite, c'était souvent, je dirais, le bonbon, là. Face à des résultats scolaires moins satisfaisants,
les parents avaient souvent tendance à dire, mais là, si tu ne réussis pas tes mathématiques, on va couper le sport. Alors que c'est le sport qui l'amenait à l'école. Et peut-être que le sport était sa seule chance de peut-être réussir les mathématiques parce qu'il y avait là une obligation. Comment on gère ça aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Bien, je pense pas. Je pense que les élèves athlètes ont un code d'éthique. Ils ont toujours un contrat à signer dans le sens, un engagement, autant envers le sport qu'avec l'école. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment apprécié, puis apprécier pas le bon mot, mais je pense pas que c'est la meilleure approche, on va dire comme ça, d'utiliser le sport pour régir un comportement en classe. Je trouve que l'élève qui pratique un sport en fait plus. Puis oui, c'est un privilège de représenter l'école dans une activité sportive, mais pourquoi lui qui a une pogne, on devrait plus l'utiliser qu'un autre élève qui n'est pas dans une équipe sportive, qui n'a pas cette pogne-là? Fait que je trouve que c'est un peu un piège que de se servir d'une implication, d'un intérêt qu'un jeune a contre lui. Par contre, où est-ce que ça devient intéressant? C'est que là, en tant qu'entraîneur et enseignant, je peux porter les deux chapeaux en même temps, sans utiliser le spectre de la menace de « tu ne joueras pas » ou quoi que ce soit. Et il y a des règles à l'interne que chaque sport peut bien sûr mettre en branle, puis c'est tout à fait correct. Mais je pense que ça peut être juste une discussion avec le jeune, puis dire « écoute, regarde, ce que j'entends présentement, j'aime pas ça. » Puis juste cette relation de confiance-là, présentement, tu me déçois. Puis lorsqu'on déçoit quelqu'un qu'on a en haute estime, je pense que ça, c'est la plus grande punition qu'un jeune peut avoir. Et sans tomber dans la carotte ou le bâton, avoir une discussion franche, honnête, ouverte avec le jeune, je pense que ça vaut son pesant d'or. Merci. Ma question, la poule ou l'œuf? Il y a une progression faramineuse là, dans le sport professionnel féminin. Et je me demandais, après toutes les années d'enseignement, est-ce qu'on est rendu à avoir des équipes de haut niveau en sport féminin professionnel, je pense hockey et soccer principalement, parce qu'on entraîne des filles depuis des années, où on est à l'étape de dire il y a plusieurs filles qui s'inscrivent dans ces sports-là parce qu'ils ont des modèles dans lesquels ils peuvent se projeter? C'est vraiment une bonne question. En fait, je ne saurais pas quoi répondre. Honnêtement, c'est... Tente un essai. Bien, c'est sûr que... Prenons l'exemple du soccer. OK? Je pense qu'au niveau du Canada, le soccer s'est positionné comme étant un pays très, très fort. Donc, une puissance olympique, on l'a vu avec une médaille d'or. Et je pense que le développement des joueuses a mené à ce championnat qui, à son tour, redonne à la communauté en incitant une génération de jeunes filles qui voient leurs idoles, qui voient des femmes avec la médaille d'or au cou, qui voient justement ce succès-là, cette tribune-là, et peut-être que justement, un nourrit l'autre. Je pense qu'à la base, c'est d'investir dans les équipes jeunesse, former les jeunes, développer cet engouement-là. Mais c'est une très bonne question. Je t'accorde un toucher. J'apprécie. On saute le deuxième et le troisième essai. Je trouve que le portrait est bien. Alexandre Thibodeau et le sport, certes. Alexandre Thibodeau, l'enseignement, ça va de soi. Mais il y a plein d'autres choses. Et à travers l'enseignement, ça passe aussi, entre autres, je dirais, une passion pour l'économie. On l'a vu autour de la table ronde. Une passion pour la politique aussi, pour le monde politique. Tu as mis sur pied un cours de sciences politiques, qui n'est pas un cours offert au général dans le curriculum secondaire. C'est quoi, en 2 coups de cuillère à peau, ce cours de sciences politiques? Et puis, ça marche? Bien, oui. Je pense que ça fonctionne bien. C'est une initiation. En fait, on regarde dans le parcours secondaire des jeunes, on touche à gauche, à droite à la politique par la bande. En histoire, on va en parler, c'est sûr, parce que veut pas, ça fait partie d'eux, mais jamais on va vraiment se pencher sur les rouages du système politique. Le rôle du député, par exemple. Qu'est-ce que ça fait un maire? Tu sais, c'est des choses qu'on aborde à peu près pas, mais pourtant, à 18 ans, tout le monde a le droit de vote. Donc, on peut se prononcer sans avoir réellement lu un programme politique ou du moins on s'interroge même si ça ne devrait pas être 16 ans. Bien, exactement, exactement. Donc, je pense que nulle part dans le parcours scolaire, on a vraiment quelque chose qui va toucher à la politique, vraiment là, dans le concret de la chose. Et quand, justement, à la base, on avait, parce que, pour faire une longue histoire courte, en 5e secondaire, les élèves choisissent soit un parcours plus sciences naturelles, chimie physique, ou un parcours plus sciences humaines, univers social. Et nous, on offrait Histoire du 20e siècle, qui est encore d'actualité, et le cours d'économie.
qui est un cours optionnel, qui a été devenu un peu caduc avec la venue du cours d'éducation financière. Et on cherchait par quoi on va le remplacer, ce cours-là. Et bien, pourquoi pas un cours de politique? Donc, et c'était quelque chose qu'on a mis de l'avant depuis ce temps-là, j'ai envie de dire depuis 2017, qu'on a un cours de sciences politiques à l'école que j'ai la chance de donner. On fait des visites, on vous a même reçu à plusieurs reprises, comme en qualité d'ancien député. On fait des projets justement qui impliquent de comprendre les étapes d'un projet de loi. Donc, vraiment, on suit les élections, on fait des simulations de débat. Donc, on essaie vraiment de définir c'est quoi la gauche, la droite. Donc, c'est vraiment un cours qui veut une initiation au langage politique, mais aussi au fonctionnement concret des différents paliers de gouvernement, par exemple. Qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde aussi. Est-ce que tu as à faire face à chaque année? Moi, j'avais ça en musique au moment où, en secondaire 4, arrivait le cours de biologie à cette époque-là. Là. Et les parents mettaient beaucoup de pression pour que les jeunes laissent la musique pour aller faire science en disant que ça va t'ouvrir plus de portes au cégep. Est-ce que tu as ce dilemme-là de jeunes élèves qui souhaiteraient faire le cours de sciences politiques, mais qui font « mais non, mais il faut que je fasse le parcours scientifique », ou bien parce qu'ils ont déjà choisi leur orientation au cégep, ou bien parce qu'ils ont des pressions, mais qui aimeraient aussi faire le cours sciences politiques? Très bonne question. Puis d'ailleurs, ça a été un sujet de discussion assez récent dans mon bureau avec mes collègues. Oui, à chaque année, assurément. Assurément, j'ai des élèves qui ont des regrets, autant durant l'année scolaire qu'après l'année scolaire, qui me disent j'ai de l'intérêt pour la politique, pour l'histoire, pour les sciences sociales, ça m'intéresse, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, donc je n'ai pas pris de chance, je veux m'ouvrir toutes les portes. Donc, à savoir prendre les cours de sciences naturelles, qui sont des prérequis pour des programmes chimie physique. Moi, j'aime pas ça, cette expression-là, s'ouvrir toutes les portes. Il faut s'ouvrir les bonnes portes. Et je ne sais pas où est-ce que ça achoppe dans les étapes, mais... Et comme si des portes se fermaient définitivement, alors qu'on peut toujours les réouvrir. Bien, tout à fait, dans le sens que ton avenir professionnel ne se décide pas avec ton choix de cours de 5e secondaire. Donc, même si un élève dit « bien moi, je m'en vais, j'ai un intérêt pour les sciences humaines, je veux aller là-dedans », mais je me rends compte en milieu de chemin ou après que finalement, peut-être que j'aurais aimé ça sur un cours qui nécessite chimie physique, ces cours-là peuvent se reprendre sans aucun problème. Donc, oui, j'en ai des élèves qui, par peur peut-être, par crainte, par, je ne sais pas, méfiance, par manque de connaissances, n'iront pas d'emblée vers quelque chose qui les intéresse par peur de se fermer des portes. Oui, j'en ai à chaque année. La politique, ça pourrait être autre chose que l'enseignement? Ça s'est déjà vu, des enseignants qui passent en politique active. Ça s'est déjà vu? Oui. Je pense qu'au fédéral, ça s'est déjà... à tout niveau. Dans la région. Bien, honnêtement, à chaque année, quand je vais visiter l'Assemblée à Québec, il y a un petit quelque chose. J'aime ce milieu-là, mais je pense pas que le rythme de vie d'un politicien actif me conviendrait. Parce que peut-être que ça dit quelque chose, mais être politicien, ça nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup de... Donc, ce mode de vie-là, je ne sais pas si c'est pour moi. J'adore le domaine, j'aime la vie politique, j'aime m'intéresser, mais je pense que j'aime ça aussi avoir un peu plus de liberté autour de mon horaire, on va le dire comme ça. D'accord. Mais je te dirais que là comme ailleurs, il n'y a jamais de porte qui se ferme définitivement. Tout à fait. Alors, tout à fait. Laissons flotter. Je reviens à l'enseignant parce que tu es ce qu'on appelait dans le jargon un spécialiste des petites matières. Oui. Alors, il y a comme le trio de base, pour ceux qui nous suivent, français, maths, anglais, qui occupe le plus grand nombre de périodes pendant une séquence. Ça veut dire que l'enseignant voit moins de groupes, mais a plus de temps avec chacun de ses élèves, alors que toi, tu es obligé de multiplier le nombre de groupes et par voie de conséquence rencontrer plus d'élèves, mais avec moins de temps. Comment on règle ça avec des cours aussi importants qu'éducation financière, d'être une petite matière? En étant intéressant à chaque fois. Je vais le dire comme ça, là. Tu sais, on n'a pas le luxe en éducation financière, par exemple, de perdre des cours, entre guillemets. Donc, je pense que l'approche que j'ai, c'est, puis je fonctionne comme ça, à chaque cours, en début de cours, je marque au tableau, voici à la fin de l'heure, qu'est-ce que vous devez maîtriser.
Fait que pour moi, c'est concret. Voici un objectif à atteindre. Les élèves doivent avoir ces 2 ou 3 notions-là de bien comprises. Puis je me dis, bien, donc, si je réussis à faire ça, bien, le cours a été productif. Alors que des fois, puis je ne veux pas lancer quoi que ce soit sur les autres matières, sur la Sainte Trinité, pas la question. Mais tu sais, période de lecture ou, tu sais... Donc, c'est sûr qu'il y a un peu... On peut se reprendre plus facilement. Quand tu as un nombre très, très limité d'heures, tu as moins de place à. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est d'être vraiment... d'avoir un objectif puis de profiter de chaque période avec les élèves pour au moins avoir un objectif précis puis leur amener quelque chose de nouveau pour parler à leurs parents le soir. Je terminerai avec une question sur le principe de Peters qui veut que, en montant les échelons, on amène quelqu'un à son niveau d'incompétence extraordinaire. Mm-hmm. On sent très bien l'enseignant passionné encore chez toi qui est exactement le même que le coach. Et dans le développement d'une carrière en éducation, on a toujours le réflexe de dire « mais lui, c'est un super bon prof, ça ferait un bon directeur. Ouais. » À mon avis, il n'y a pas d'adéquation là. Mais est-ce que ces pressions-là se font encore dans le milieu? Chez toi, est-ce que c'est une avenue envisageable de dire « ah, je vais laisser l'enseignement un temps pour aller faire la direction? » Je pense pas. Je pense pas. J'ai vu des collègues faire le saut à différents endroits, autant chez nous qu'ailleurs, peu importe. Puis je pense que ce qui me manquerait, je pense que, tu sais, ma qualité première d'enseignant, c'est la relation avec les élèves que j'ai. L'heure ensemble qu'on passe, je pense que je suis dynamique, je pense qu'ils apprécient, je pense que c'est le fun. J'ai toujours une belle relation avec des anciens, avec des élèves actuels. Puis ça me manquerait. Je pense que je ne serais pas capable... Ça, plus l'horaire aussi un peu plus chargé, un peu plus éclectique qu'être un enseignant. J'aime être dans ma classe, dans mes choses, en contrôle avec les jeunes. Chaque année, c'est des jeunes différents, c'est des histoires différentes, c'est des anecdotes différentes. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis très, très bien où est-ce que je suis. Je pense que je suis à la bonne place. J'ai encore du plaisir. On a un petit peu moins d'énergie qu'au début, mais à date, ça va très bien. Bien, Alexandre, je conclurai en disant que là, comme ailleurs, la porte ne se ferme pas. Mais ce que je peux te confirmer, c'est que à la fois tes élèves sportifs et tes collègues apprécient l'enseignant que tu es. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de l'invitation. C'était une belle rencontre. Absolument.